Bonsoir à tous. Donc, nous accueillons ce soir dans le cadre de nos conférences Thèse en poche le docteur Julien Lemontréer pour un sujet qui porte sur l'impact de l'âge sur la perception du médicament générique en médecine générale. Donc un sujet à la fois de médecine générale et de pharmacie. Donc notre conférence aura lieu en 2 temps. Un premier temps de présentation par le docteur Lemontréer et un second temps d'échange modéré par le docteur Xavier Imbert. Donc, lors de ce moment, vous pourrez évidemment poser toutes les questions qui vous viendront à l'esprit à cet instant. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe maintenant la parole au docteur Lemontréer. Alors bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là ce soir. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mon travail de thèse passé le 27 septembre dernier. Que j'ai eu le plaisir et l'honneur de réaliser sous la direction et avec l'aide du docteur Imbert qui est là ce soir. Donc aujourd'hui, on va aborder un thème relativement d'actualité, les médicaments génériques. On en entend régulièrement parler à travers malheureusement quelques scandales parfois médiatiques dont on reparlera tout à l'heure. Donc avant de commencer sur l'étude, je vais vous présenter quelques chiffres et quelques généralités sur les médicaments génériques. Donc au niveau historique, pour faire bref, les génériques sont apparus en 96. En 99, les pharmaciens ont eu le droit de substitution. En 2002, donc, le gouvernement et le ministère de la Santé ont incité les médecins généralistes en particulier à prescrire en DCI, en dénomination commune internationale. Et en 2007 est apparue donc, la notion de tiers payant contre générique afin de promouvoir ces médicaments et faire des économies pour le système de santé. Donc la consommation de médicaments en France en 2014, un tout petit peu plus actuellement, c'est à peu près 48 boîtes de médicaments consommés par an et par habitant, c'est-à-dire environ 3,2 milliards de boîtes. Alors bien évidemment, 48 boîtes par personne, c'est plus pour les personnes âgées polypathologiques et bien sûr moins pour les sujets jeunes et sains. Les génériques, ils ont progressé de manière quasiment constante jusqu'en 2016. Et là, on commence à avoir une amorce de déclin, de baisse. En 2017, je vous en parlerai tout à l'heure. En 2013, c'était 15,5% du marché des médicaments en valeur. Et en quantité, c'était 30%. Donc on distingue bien les deux puisque un médicament générique est 30% moins cher qu'un médicament original, Princeps. Donc forcément, la part des génériques est toujours plus élevée en volume qu'en valeur. C'est-à-dire que à volume de vente égal, le chiffre d'affaires qui sera apporté par un générique sera moindre que celui rapporté par la quantité équivalente du médicament original. Donc au niveau mondial, en 2002, pour avoir un ordre d'idée, les génériques c'était 1 unité sur 20. En 2012, c'était 1 sur 4. Et en 2016, 1 sur 3, un tout petit peu plus actuellement, c'est 36%. Le but, bien sûr, des génériques, c'est de faire, entre autres, réaliser des économies à notre système de santé. En moyenne, c'est un petit peu moins de 2 milliards d'euros par an. Là, entre 2010 et 2014, c'était 7 milliards d'euros qui ont été économisés en France grâce aux médicaments génériques. Une notion fondamentale pour assimiler un générique et un Princeps, c'est la notion de bioéquivalence. La bioéquivalence, elle est basée sur 3 paramètres qui sont donc la concentration maximale, c'est-à-dire la concentration maximale du principe actif dans le plasma, la Tmax, qui est le temps pour atteindre cette concentration maximale, et ce qu'on appelle l'air sous la courbe, qui correspond en fait à la quantité totale de médicaments qui vont avoir atteint la circulation sanguine. La notion d'excipient également est intéressante à aborder puisque actuellement, entre autres avec l'affaire du lévothyrox, ça fait pas mal parler. Pour mettre les choses au clair, les excipients sont des substances inertes qui composent l'enveloppe du médicament. Elles n'interviennent aucunement dans ses paramètres de bioéquivalence. Par contre, elles peuvent avoir des effets indésirables qui leur sont propres. Donc une fois qu'on a calculé ces 3 paramètres, on réalise ce qu'on appelle des études selon une administration croisée, c'est-à-dire qu'on va administrer à chaque patient le médicament générique
après avoir administré le médicament Princeps, en laissant un laps de temps entre les deux suffisamment important pour que le médicament Princeps ait eu le temps de complètement se résorber. Et ensuite, on va comparer les courbes en les superposant, et on va calculer pour les deux produits administrés l'indice de confiance à 90%. Donc les paramètres cinétiques du générique doivent être compris entre 80 et 125% pour affirmer sa bioéquivalence par rapport au médicament original. Donc le médicament original, le Princeps, il est protégé par un brevet. Ce brevet dure environ 20 ans, mais le laboratoire qui produit le médicament Princeps n'en profite qu'environ 10 ans, puisque le dépôt du brevet commence dès le moment où le laboratoire commence à produire, à faire les recherches sur le médicament Princeps. Ces recherches durent à peu près 10 ans. Ensuite, après l'obtention de l'AMM, il y a 8 ans, après lesquels le médicament générique tombe dans le domaine public et peut être génériqué. Alors il y a une petite dérive, une petite dérogation si je puis dire, qui permet en fait le certificat de 5 ans qui permet en fait aux médicaments Princeps de rester encore non généricables. Donc ce certificat constitue une entrave à la promotion des médicaments génériques. Les médicaments à marge thérapeutique étroite, donc j'en parlais tout à l'heure, le lévothyrox, ce sont des médicaments pour lesquels des minimes variations de dose, de concentration ou même au niveau des excipients peut entraîner une efficacité clinique différente. Donc par exemple, on a parlé tout à l'heure le lévothyrox qui actuellement subit pas mal de critiques. Alors, pour un petit peu éclaircir les choses, l'ANSM a mené des études de pharmacovigilance depuis la nouvelle formule du lévothyrox qui a été créée en mars 2017. Et de mars 2017 à novembre 2017, il y a eu environ 12 600 plaintes liées à des effets indésirables attribués au lévothyrox, dont 90% de plaintes qui ont été émises par les patients. Et l'étude de pharmacovigilance n'a pas réussi à montrer de différence entre l'ancienne et la nouvelle formule, ce qui tendrait à faire penser que la nouvelle formule du lévothyrox n'a pas finalement plus d'effets indésirables que l'ancienne formule. Donc le répertoire des génériques, en fait, c'est ce qui fait correspondre l'ensemble des molécules rapportées au médicament Princeps, c'est-à-dire environ un peu plus de 8000 spécialités actuellement. Il y a différents types de génériques, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a 3 types principalement. Ce qu'on appelle la copie-copie, c'est exactement le même. Souvent, c'est le laboratoire qui a créé le médicament qui va produire le générique. Il y a les médicaments essentiellement similaires, il n'y a que l'excipient qui va changer, et puis les médicaments assimilables pour lesquels la galénique, c'est-à-dire la forme et la forme clinique de la substance active qui peuvent changer. Le service médical rendu, c'est ce qui va conditionner le remboursement des médicaments génériques. Donc le service médical rendu va dépendre de plusieurs paramètres. Bien sûr, l'efficacité du médicament et les effets indésirables qui y sont liés. La place du médicament générique dans la stratégie thérapeutique de l'affection concernée. La gravité de l'affection pour laquelle le médicament est destiné. Le caractère préventif, curatif ou symptomatique du médicament et enfin son intérêt pour la santé publique, d'où ensuite la fixation d'un taux de remboursement qui varie de 0 à 65%. Donc quelques mesures qui ont été mises en place pour promouvoir les génériques et responsabiliser le patient et le médecin. Dans notre étude, on parlera, mais c'est les médecins surtout généralistes. Donc le tiers payant contre générique qui a été mis en place en 2007 et qui permet en fait au patient, s'il accepte la substitution du médicament original par le médicament générique, de dispenser d'une avance de frais. Si le patient veut absolument le médicament original, il sera obligé de payer la différence à la pharmacie, mais il se fera rembourser secondairement par l'assurance maladie. Et puis donc ce qu'on appelle la ROSP, la rémunération sur objectif de santé publique, qui elle concerne davantage, uniquement même les médecins, qui permet en fait de fixer aux médecins des objectifs à atteindre pour aboutir à des économies, notamment la substitution du maximum de molécules, notamment les inhibiteurs de la pompe à protons et les médicaments antihypertenseurs qui sont largement concernés. Donc d'un point de vue économique,
Jusqu'en 2016, comme je vous le disais, donc on a observé une croissance à peu près constante des génériques, donc en 2016 c'était 6,5%. Donc une boîte sur 3, mais à partir de 2017, on a observé un début de baisse de la production des médicaments génériques. Ça, c'est une étude qui a été réalisée par l'association Générique Même Médicaments, qui a montré que les génériques étaient en recul en 2017 de 2,4% en volume et 3,9% en valeur, et que le seul moteur pour maintenir un petit peu la croissance des médicaments, c'était l'arrivée de nouvelles molécules, et également, grâce aux pharmaciens, la progression de la substitution officinale, qui est passée de 79% en 2016 à 80% en 2017. Donc on est très en retard par rapport à nos voisins, notamment européens. Dans les pays de l'OCDE, de l'Organisation de coopération et développement économique, c'est à peu près 50%, la part des génériques. En Allemagne, c'est 80%. Nous, actuellement, on est un peu plus de 30%, on est à 36%. Donc comme je vous disais tout à l'heure, une perte potentielle à peu près 1,5 milliard d'euros par an, entre 1,5 et 2 actuellement. Donc on comprend aisément que promouvoir les génériques, c'est un enjeu de santé publique, et ça permet également la création d'emplois. Donc déjà, cette économie de 1,5 milliard d'euros par an, elle permet également, entre autres, de financer certains médicaments, par exemple des médicaments coûteux, comme certains anticancéreux ou antiviraux. Et ça crée des emplois, les génériques, puisque contrairement aux idées reçues que tous les génériques sont fabriqués en Inde ou en Chine, 55% des génériques qui sont commercialisés en France sont produits sur l'Hexagone, en fait, sont produits en France. Donc c'est à peu près, de mémoire, 15 000 emplois qui sont créés en France grâce aux génériques. Un mot sur la mention non substituable. La mention non substituable, c'est cette mention qui permet aux médecins d'apposer en bout de ligne sur une ordonnance ces deux mots qui permettent aux patients de bénéficier en officine du médicament original. Donc cette mention, forcément, elle fait chuter le taux de substitution. Donc le patient a le droit de s'y opposer. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si la substitution n'est pas justifiée, le patient ne peut pas bénéficier de la dispense de frais. Donc l'assurance maladie a mené une étude concernant le taux de mention de substituable en France en 2012. Elle a analysé dans 8200 pharmacies à peu près 19 000 ordonnances, avec à peu près 240 molécules, ce qui correspondait à 90% du répertoire des génériques. Et on s'est aperçu que finalement le taux de substitution en France sur cet échantillon était d'environ 4,2%, ce qui n'est quand même pas très important. Et concernant les médicaments qui étaient les plus génériqués, on avait donc les moins génériqués, donc avec le taux de mention non substituable le plus important, on avait le Plavix, anti-agrégant plaquettaire, le lévothyrox, comme je vous le disais tout à l'heure, et le bromazépam, le Lexomil. Sur cette étude, on a également observé des différences du taux de non substituable en fonction des régions, qui varient de quasiment 1 à 6, puisque vous voyez que dans la région Pays de la Loire, Bretagne, on est à bien moins de 2%, alors qu'en Basse-Normandie, bon, ça a peut-être changé depuis, mais on est à plus de 8%, donc on a un petit peu les mauvais élèves sur le taux de substitution, puisqu'on a le plus haut de France. Donc les médecins comme les pharmaciens d'officine qui ont le droit de substituer depuis 1999, comme je le disais, ont un rôle prépondérant dans la substitution et doivent bien sûr prendre en compte les effets indésirables qui peuvent être rapportés par les patients par rapport à la substitution de certains médicaments. Le problème, c'est qu'on peut arriver dans ces cas-là à ce qu'on appelle un effet nocebo, c'est-à-dire avoir tendance à davantage apposer la mention non substituable suite à la plainte, on va dire, un peu rapide et exagérée des patients. À partir du moment où on a changé leur traitement, on est passé d'une molécule princeps aux médicaments génériques. À propos de cet effet nocebo, donc il y avait une étude qui avait été faite par Jean-Yves Montastruc en 2012, qui faisait suite à un courrier de l'assurance maladie qui avait été envoyé à des médecins de Saône-et-Loire et qui avait donc rementionné aux médecins que pour marquer non substituable en bout de ligne, il était impératif qu'il y ait eu des effets indésirables qui aient été rapportés par les patients.
Donc cette étude en fait a comparé la part des effets indésirables liés à la substitution avant et après ce courrier. Il en sortait qu'avant le courrier, on était à 8%, et après le courrier, on était à 50%, ce qui veut dire que la contrainte qui avait été imposée aux prescripteurs par rapport à la justification de la mention non substituable a pu en fait influencer la notification des effets indésirables. Un mot de démographie et selon les critères, selon des chiffres de l'INSEE. Donc en 2050, on aura davantage de patients de plus de 65 ans. Pourquoi 65 ans? Parce que c'est l'âge pour lequel on parle de patients âgés quand il est polypathologique. C'est 75 ans pour les patients sans critères de polypathologie, mais sinon c'est à partir de 65 ans. Donc là, l'INSEE nous rapporte des chiffres qui vont d'un rapport de 1 à 3. Donc un habitant sur 3 aura au moins 65 ans en 2050, donc la population vieillit. Et les patients de plus de 65 ans, c'était 44% des dépenses de santé en 2011. Dans certains pays de l'OCDE, les dépenses de santé, c'est supérieur au produit intérieur brut. Donc il y a peu d'études qui ont évalué encore la relation entre l'âge et la perception des médicaments génériques. Une étude sur laquelle on s'est appuyé pour comparer la nôtre, c'était une étude de Jérôme Saravaya qui a été réalisée en 2014, qui évaluait la perception de la facilité d'utilisation des génériques chez les plus de 65 ans sur 165 patients en Ile-de-France. Nous, c'était sur l'efficacité des médicaments génériques, donc c'était un petit peu différent. Donc l'objectif principal de notre étude, c'était d'évaluer la perception en matière d'efficacité des génériques en fonction de l'âge. Les objectifs secondaires, évaluer la perception qu'ont les patients de plus et moins de 65 ans, donc sur d'autres paramètres, le coût, la qualité et la dangerosité des médicaments génériques. J'entends par dangerosité donc la prévalence des effets indésirables. Il y avait également comme objectif secondaire d'évaluer le moyen d'information qui était jugé le plus efficace par les patients et comment était perçue l'information fournie par le médecin généraliste et le pharmacien. On a cherché aussi à corréler la perception des patients sur les différents critères que je citais juste avant, en fonction de leur niveau de vie, leur niveau socio-économique, et en fonction de l'existence ou non d'une prise en charge à 100%, c'est-à-dire une affection longue durée ou le bénéfice d'une CMU, d'une couverture maladie universelle. Et également d'étudier la perception des patients vis-à-vis de notre système de santé, voir quel était leur point de vue par rapport au système de santé, leur volonté ou non de changer la situation actuelle du système de santé, et enfin l'impact du laboratoire. Est-ce que le fait d'avoir un générique issu d'un laboratoire connu va modifier la confiance des patients? Donc pour la méthode de l'étude, on a déposé donc des questionnaires entre novembre 2016 et mai 2017 dans différents cabinets de médecine générale de Basse-Normandie. On a inclus donc tous les patients qui avaient plus de 18 ans. Les questionnaires donc étaient remplis par les patients en salle d'attente. On les a pas fait remplir ça pendant la consultation, donc créant déjà un billet de la part de la confrontation en fait par rapport au médecin, et puis aussi pour pas faire perdre de temps au médecin. Puisque le questionnaire dure à peu près 5 minutes à remplir. Donc on a évalué au départ le traitement pris par chaque patient, leur connaissance sur les médicaments génériques, on a évalué donc les critères de jugement principal et secondaire dont je vous parlais tout à l'heure, et puis donc leur niveau socio-économique. On est parti sur arbitrairement 20 000 euros de gains par an, hein, plus ou moins de 20 000 euros, comme ça avait déjà été fait dans certaines études auparavant, notamment dans l'étude de Jérôme Saravaya avec laquelle on a comparé la nôtre, leur lieu de résidence et donc l'existence ou non d'une prise en charge à 100%. Donc on a analysé les pourcentages via les tests de Key2 et Fischer. Et donc, comme vous le savez déjà, les résultats étaient statistiquement significatifs si le petit p était inférieur à 0,05, et on considérait une tendance significative s'il était compris entre 0,05 et 0,1. Donc les résultats, on a eu 516 patients, 361 femmes avec un sexe ratio de 0,43, et il y avait 144% des patients, 144 patients qui avaient plus de 65 ans, donc à peu près 28%. Donc là, un petit graphique pour vous montrer les principaux traitements qui étaient pris, hein, donc je ne vais pas tous les détailler, mais en grande majorité donc, des traitements de facteurs de risque cardiovasculaires, les antihypertenseurs, les anti-agrégants et anticoagulants, les statines, ça c'était les 3 premiers, et ensuite derrière tout ce qui est antidépresseurs, somnifères, anxiolytiques.
Les antithyroïdiens de synthèse arrivaient en 9e position. Donc, au niveau de la perception globale des médicaments génériques, il y avait 73% des patients qui les percevaient comme moins chers, 57% qui les percevaient comme aussi efficaces que le médicament original, que le Princeps, 34% qui considéraient qu'ils avaient plus d'effets indésirables et 33% qui les considéraient comme de moins bonne qualité. Les meilleurs moyens d'information sur les génériques, donc le pharmacien en premier lieu, suivait donc le médecin généraliste, ensuite les médias, notamment la télévision, la radio, le bouche à oreille, l'entourage, Internet, la presse spécialisée et les brochures médicales donc de la CPM qui étaient majoritairement des brochures laissées en salle d'attente. Donc concernant notre objectif principal, on a montré que les patients de plus de 65 ans pensaient que les génériques étaient moins efficaces que les médicaments Princeps avec un résultat statistiquement significatif. Donc là, un petit tableau un peu chargé, mais finalement facile à comprendre. Donc là, on a les 4 critères analysés et ensuite les paramètres pour chaque patient. Donc là, le résultat, notre critère principal dont je viens de vous parler, significatif. En gras, les autres résultats significatifs, notamment ici, donc concernant l'information, les patients qui étaient informés uniquement par bouche à oreille via leur entourage considéraient que les génériques avaient une efficacité moindre que le Princeps, et également les patients qui étaient informés par Internet et les médias. Concernant le coût, donc les patients qui étaient informés par principalement le médecin traitant et le pharmacien pensaient que les génériques étaient moins chers que les Princeps. Concernant le critère qualité, les patients qui étaient informés majoritairement par le pharmacien pensaient que les génériques étaient de moindre qualité. Et concernant les effets indésirables, les patients qui étaient informés uniquement par le bouche à oreille pensaient que les médicaments génériques avaient plus d'effets indésirables. Concernant les critères, les résultats à tendance significative, donc on avait ici le sexe, puisqu'il y avait 35% de femmes qui pensaient que les génériques étaient moins efficaces avec un petit p à 0,065. Pour la qualité et les effets indésirables, on est limite tendance significative. Sur les autres paramètres, donc l'information délivrée par le médecin traitant et le pharmacien avait de manière à tendance significative montré que les génériques avaient une efficacité moindre. Et puis c'est tout. Au niveau des objectifs secondaires, concernant l'information, une chose importante, 40% des patients qui s'estimaient mal informés sur les génériques avaient une mauvaise perception de l'efficacité de ces médicaments, alors que parmi les patients qui s'estimaient bien informés, il n'y en avait que 19% qui avaient une mauvaise perception de l'efficacité des génériques, avec un résultat tout à fait significatif. Et donc 68% des patients qui admettaient avoir davantage, voire plus confiance dans les médicaments génériques s'ils connaissaient le nom du laboratoire qui fabrique le médicament. Donc, à travers cette étude, on voit qu'il y a des disparités de perception en fonction de tous les paramètres, le sexe, l'âge, les conditions socio-économiques et l'information. Donc, les conditions socio-économiques, je ne me suis pas attardé, mais donc on est ici, oui, donc, de manière à tendance significative, l'efficacité, les patients qui avaient donc un revenu supérieur à 20 000 € par an pensaient moins de 20 000 € par an pensaient que les génériques avaient une efficacité moindre. Donc l'information, ça reste comme un vecteur de promotion majeur pour aider la croissance des génériques. Une étude qui avait été réalisée par Vallès et al. En Espagne en 2003 avait montré qu'après une courte information sur les médicaments génériques, le taux de substitution doublait. Alors il y a une autre chose qui est importante, c'est la perception du corps médical, puisqu'il y a les patients, mais il y a aussi les médecins, puisqu'il y a certains médecins qui sont réticents à l'usage des génériques, même si les jeunes générations ont peut-être plus, dans certaines études le montrent, tendance à accepter ces médicaments. Il y avait une étude réalisée par Jalad en 2015 auprès d'une population de médecins généralistes de l'arc alpin
qui avait montré que 82% des médecins généralistes étudiés avaient confiance dans le générique. Par contre, ceux de plus de 45 ans avaient moins confiance que les médecins de moins de 45 ans. Donc il y a peut-être aussi une question de génération et d'impact de la promotion des génériques, notamment par l'assurance maladie, qui aide les jeunes générations de médecins à accepter ces médicaments. Il y avait une autre étude qui avait été réalisée par Lagarce et Hall en 2005 auprès de 1235 médecins généralistes du Maine-et-Loire qui avait montré que seulement 55% des praticiens les pensaient aussi sûrs, de même qualité, avec la même sécurité d'utilisation. Et un des freins à la promotion des génériques dans cette étude, c'était le trop grand nombre de médicaments inscrits au répertoire des médicaments génériques, qui pouvaient être source de confusion à la fois pour les patients et pour les médecins. Donc un gros écueil encore qui reste collé au générique, c'est le médicament moins cher, c'est le médicament bas de gamme en fait, c'est le médicament low cost, c'est le médicament de moindre qualité. Ça colle malheureusement encore aux médicaments génériques. En France comme ailleurs, en Irlande par exemple, en 2014, il y a une étude qui avait montré, un an après la substitution, que 30% des patients pensaient que les génériques étaient fabriqués avec une mauvaise qualité et que parmi eux, 29% pensaient qu'ils étaient moins chers parce qu'ils étaient fabriqués avec une moindre qualité et dans des pays assimilés comme fabriquant mal les génériques, notamment avec la délocalisation et la mondialisation croissante en Inde et en Chine, alors que finalement, avant d'être commercialisés en France, les médicaments subissent les mêmes contrôles que les médicaments génériques qui sont produits en France. Donc la bioéquivalence, pour en revenir à ce paramètre fondamental, est exactement la même que les médicaments génériques soient fabriqués en France ou dans d'autres pays. Donc les professionnels de santé aussi, comme je vous en parlais tout à l'heure, les considèrent parfois comme dangereux. Une étude réalisée en Aquitaine en 2014 a montré que les médecins pointaient du doigt la mauvaise qualité de par la condition de fabrication des génériques, toujours à cause de cette idée reçue que les génériques sont fabriqués dans des pays d'Asie où la qualité sera forcément moins bonne qu'en France. Donc, on peut penser qu'une relocalisation de la production des génériques, ce serait une amélioration de la perception des patients sur leur fabrication, même si, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 55% des génériques commercialisés en France qui sont fabriqués en France. C'est vrai qu'on pourrait encore augmenter la fabrication et forcément, ça aiderait les patients à accepter ces médicaments puisque les médecins pourraient davantage promouvoir cette idée que les génériques sont fabriqués sur notre territoire. Ça serait probablement quelque chose qui changerait radicalement la perception des patients vis-à-vis de ces médicaments. La lutte contre l'effet nocebo, c'est de ce dont je vous parlais tout à l'heure, y compris par rapport au lévothyrox, typiquement après avoir entendu les effets indésirables qui pouvaient être liés à la nouvelle molécule, à la nouvelle enveloppe qui contient du mannitol versus le lactose avant. On a eu de plus en plus de patients qui entendaient, soit par les médias, soit par le bouche à oreille, des effets indésirables et qui se sont sentis victimes de ces effets indésirables. Alors qu'encore une fois, les études de pharmacovigilance n'ont pour le moment montré aucune différence significative entre les deux molécules. Le laboratoire, très important. Dans les résultats de notre étude, on a vu que si c'était le même laboratoire qui était écrit sur la boîte, on avait une meilleure confiance de la part du patient. Et on peut considérer par extension que dans la mesure où le pharmacien vend souvent des médicaments du même laboratoire, un patient qui sera fidèle à sa pharmacie sera fidèle au générique et ça entraînera moins de risques de confusion. Donc voilà, je vous ai mis deux petites affiches de promotion du ministère de la Santé et de l'Assurance Maladie pour faire davantage comprendre aux patients qui peuvent avoir confiance dans ces médicaments d'un point de vue de similarité. Donc les forces de notre étude, donc on avait un nombre de patients quand même assez élevé, on était à 516 patients et donc c'était relativement innovant puisqu'il n'y avait pas eu d'études tout à fait similaires réalisées auparavant, à part donc l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui n'avait pas comme objectif principal la qualité, l'efficacité, c'était la facilité d'utilisation des médicaments génériques chez les plus et les moins de 65 ans. Donc les limites de notre étude, on a réalisé une étude en Basse-Normandie, comme je vous le disais tout à l'heure, même si ça a un petit peu changé depuis, on est quand même une des régions qui pratique le plus haut taux de substitution en France.
donc ce n'est pas forcément reproductible sur l'ensemble du territoire, notre étude. On n'a pas pris en compte le taux de substitution au sein de notre étude, et il n'y avait pas de critères d'exclusion, notamment pas de prise en compte de l'autonomie des patients. Ça compte énormément, puisque, étant donné que la population vieillit, il y a de plus en plus de risques de confusion liés aux troubles mnésiques, aux troubles de la vue, etc., qui peuvent un petit peu biaiser aussi le rapport par rapport aux médicaments génériques. Donc les pistes à privilégier, elles sont assez nombreuses, mais finalement, elles ne sont pas inaccessibles. Elles nous concernent tous, professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, les labos, les autorités de santé. Donc en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est rassurer. Rassurer sur le principe de bioéquivalence, rassurer sur l'équivalence entre des médicaments qui ont fait leurs preuves, qui ont nécessité des années de recherche avant d'être commercialisés, qui sont soumis à des études strictes de la part des autorités de santé. Valoriser donc la qualité de fabrication, la provenance, en insistant notamment sur le fait que ça crée de l'emploi, que ça permet de faire de l'économie et qu'au niveau de la sécurité d'emploi, encore une fois, tout est fait pour encadrer cette notion. Prescrire en dénomination commune internationale, donc ça commence à vraiment être quasi systématique. La plupart des professionnels de santé ne prescrivent plus, sauf pour quelques médicaments en non substituables. Tout le monde prescrit en DCI. Et puis bien sûr, encadrer la substitution, ça c'est un travail de longue haleine, puisque dans notre pratique de tous les jours, on est au moins une fois confronté à un patient qui va vouloir recevoir un médicament non substituable parce qu'il a eu un effet indésirable une fois ou qu'il a entendu, encore une fois, c'était ce fameux effet nocebo. Et ça, là-dessus, il faut retravailler. Alors, bien sûr, il y a l'exception des médicaments, comme je vous disais, à marge thérapeutique étroite, notamment le Levothyrox, qu'il faut tâcher de ne pas substituer. Mais il y a encore trop de substitutions pour des motifs qui ne sont pas suffisamment étayés ou parce que on prend le relais aussi parfois de médecins plus âgés qui ont pris l'habitude de ne pas substituer, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'ils auront peut-être un peu moins confiance dans ces médicaments que les générations de moins de 45 ans qui font peut-être davantage confiance aux médicaments génériques. Et puis il y a forcément toujours la pression du patient qui n'est pas forcément justifiée, puisqu'il y avait une étude qui avait montré que la plupart du temps, quand il y avait une demande de non-substitution, ce n'était pas de la part du médecin, c'était de la part du patient, pour 90% des fois, et que dans la moitié des cas, c'était pour des motifs dits tendancieux versus motifs rationnels. Pour les personnes âgées, faciliter la reconnaissance des médicaments à l'organe, donc par exemple avec des codes couleurs. On pourrait éventuellement faire des boîtes comme le Levothyrox avec le petit papillon. On pourrait faire des boîtes avec, par exemple en rouge, les médicaments pour le cœur, en jaune, les médicaments pour tout ce qui est système urinaire, etc. Enfin, ça pourrait les aider. Donc continuer à les informer sans relâche, sans arrêt, sans se décourager, notamment via les campagnes de promotion, les médias, donc les spots TV de l'assurance maladie et puis les affiches dans les salles d'attente. Et puis bien sûr accompagner les patients les plus âgés, notamment via l'aide des paramédicaux, des infirmières, des aides-soignantes pour les aider à ne pas s'en mêler les pinceaux dans leur prise de médicaments. Donc en conclusion, le marché des génériques qui stagne, voire il est en petite régression là, ces derniers temps. Donc c'est une perte de chance pour notre système de santé et pour notre économie. Finalement, l'image des génériques n'est pas si mauvaise, mais comme je vous dis, il y a toujours cette méfiance vis-à-vis du médicament low cost qui est vraiment inscrite dans la mémoire collective et qui probablement va nécessiter encore une génération avant de s'améliorer, puisque ça sera probablement assez difficile de faire accepter ces médicaments aux patients les plus âgés avec des facteurs de confusion. Donc améliorer cette image, bien sûr, c'est un gage de meilleure pénétration des génériques. Et l'information, c'est la clé de voûte, l'information du médecin et du pharmacien, là, comme je vous le disais dans les résultats de notre étude, mais également de tout le monde, des paramédicaux, des médias et des laboratoires qui doivent jouer le jeu aussi pour favoriser l'acceptation et la perception de ces médicaments. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à vous.